L'odeur du fer se mêlait à celle, âcre, de la sueur et de l'huile. Dans l'atelier où l'on affûtait les serrures et les chaînes, se trouvait un objet étrange, semblable à une ceinture, mais muni de boucles et d'anneaux. Le maître artisan disait que c'était une protection contre la honte, mais sur la table à côté se trouvait un couteau avec lequel il coupait les parties coincées lorsque la protection blessait celle pour qui elle avait été commandée. À cette époque, la ville était gouvernée par un duc vieillissant et les gardes se souciaient davantage de la forme des cols que de la souffrance derrière les murs de pierre des maisons. Bonjour à tous, je suis votre narrateur. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous regardez cette émission. Je trouve toujours intéressant de voir à quel point les histoires qui étaient autrefois chuchotées dans les archives peuvent diverger. Installez-vous confortablement, car nous allons vous raconter comment le mythe de la modestie féminine s'est transformé en métal, laissant des brûlures et des cicatrices, et comment une seule plainte a changé toute une ville. Bonne écoute. Une femme, dont le nom est caché derrière des initiales dans les documents, a été admise à l'hôpital du nord de Padoue au printemps 1483. Le médecin, formé à l'université, a noté dans son journal « lésion mécanique des tissus mous » et « présence d'un corps étranger ». Personne n'a alors précisé de quoi il s'agissait exactement, mais plus tard, l'enquêteur, greffier du tribunal municipal, a laissé une note dans la marge. Ceinture à boucles, sans bénédiction ni justification légale. C'est ainsi qu'a débuté l'enquête qui a opposé le maître serrurier, le marchand et le tribunal municipal. Les statuts officiels de l'époque ne connaissaient pas la notion de ceinture de chasteté. Le droit municipal comportait des articles sur la fidélité des époux, les obligations matrimoniales et les sanctions en cas de violence, mais rien sur les structures métalliques sur le corps. Cependant, des rumeurs circulaient parmi le peuple. Dans les terres du Nord, les maris enfermeraient leurs femmes à clé pour préserver l'honneur de leur famille. Dans la taverne derrière le marché, on vendait des gravures représentant des scènes similaires, aussi grossières que les conceptions de la morale elle-même. Les clients riaient autour des tables, mais certains prenaient ces images au sérieux. C'est dans ce rire qu'est née la commande. Le maître, qui s'appelait Girolamo, était connu non seulement comme forgeron, mais aussi comme un homme capable de fabriquer des mécanismes précis, des serrures pour les coffres, des charnières pour les grilles, des cachettes dans les planchers. Un marchand vint le voir, prétextant une inquiétude. Sa femme serait trop éprise de liberté et l'honneur de la famille serait un tissu délicat, facile à déchirer. Le serrurier ne discuta pas. Il voyait dans cette commande un profit. En une semaine, il fabriqua un dispositif en fer forgé, recouvert à l'intérieur de cuir souple. Il nota les dimensions dans son carnet, comme il le faisait toujours, et ajouta même un schéma afin de pouvoir le reproduire lors de la prochaine commande. C'est ainsi que l'artisanat rencontra la superstition et qu'un caprice personnel rencontra un savoir-faire créé à d'autres fins. La femme n'a pas pu retirer l'objet elle-même. Quelques jours plus tard, une inflammation est apparue, puis de la fièvre. Lorsqu'elle a été transportée à l'infirmerie, elle n'a pas donné le nom de son mari, elle a seulement demandé de l'eau et est restée silencieuse. Les médecins ont retiré le fer à l'aide d'instruments habituellement utilisés pour extraire les flèches des blessures. Le chirurgien local, tenu par son devoir de signaler les blessures, a fait rapport au bureau du duc. C'est ainsi qu'un greffier, habitué à voir des faux et des violences, s'est joint à l'affaire. Mais cette fois-ci, il a été confronté à quelque chose que même les statuts de l'Église ne prévoyaient pas. L'enquête fut menée sans bruit. Les statuts de la ville prévoyaient des sanctions pour les mauvais traitements, mais ne connaissaient aucun précédent où le corps d'une femme se trouvait sous un verrou mécanique. Le greffier nota dans le procès-verbal « L'objet n'est ni un vêtement, ni un outil de travail, et doit donc être considéré comme un mécanisme dangereux. »
Lorsque les artisans furent convoqués pour s'expliquer, celui-ci ne nia pas. Il dit qu'il n'avait fait qu'exécuter une commande, comme il en avait exécuté beaucoup d'autres. Certains avaient demandé une grille pour un puits, d'autres une serrure pour un coffret. Personne ne lui a demandé quelles en seraient les conséquences. On lui a seulement demandé s'il avait reçu la bénédiction pour fabriquer un tel objet. Il a répondu qu'il s'agissait d'une affaire privée, sans rapport avec l'Église. Par cet aveu, il a signé son arrêt de mort. Le greffier obtint des copies des arrêtés municipaux et découvrit que les ordonnances ne faisaient aucune mention du droit du mari d'utiliser des moyens mécaniques pour contrôler son épouse. De plus, les anciens statuts interdisaient formellement les mutilations, même si elles étaient commises par jalousie. Après avoir comparé les articles, l'enquêteur nota « L'absence de base juridique rend un tel dispositif illégal, mais la garde du duc tardait à agir. Le marchand avait des relations et beaucoup considérèrent la plainte comme un malentendu domestique. Seul le médecin, désespéré de voir les tissus se nécroser, insista. Sinon, le silence deviendrait complicité. À cette époque, l'Europe connaissait une période de réformes étranges, l'Église cherchait de nouvelles formes de contrôle, tandis que les villes adoptaient leurs propres chartes, tentant de se séparer des tribunaux épiscopaux. Les foires vendèrent des amulettes contre les maléfices et les malédictions, mais sous les comptoirs, on vendait du fer et des serrures. Les artisans gagnaient leur vie grâce à la peur. Les archives ont conservé des traces de commandes, de ceintures de pudeur, de anneaux de repentance et de serrures contre le péché. Tout cela n'avait aucun rapport avec la religion officielle. Au contraire, les prêtres condamnaient ces inventions, les qualifiant de tentation par le métal. Mais la demande augmentait. Chaque nouvelle rumeur générait une nouvelle commande. Lorsque l'affaire du maître Girolamo fut portée devant la chambre municipale, il s'avéra qu'il avait fabriqué non pas une seule ceinture, mais au moins 3. L'une pour un riche commerçant, la deuxième pour un veuf qui s'apprêtait à se remarier. Personne n'écrivit ouvertement à ce sujet, mais lors des interrogatoires, les procès-verbaux mentionnèrent, faits par curiosité. Ainsi, l'affaire prit une tournure de divertissement vulgaire, dissimulé sous des mots d'honneur. Le greffier comprit qu'il ne s'agissait pas de morale, mais de pouvoir, le pouvoir d'un corps sur un autre, justifié par le mythe de la vertu. Une décision a été conservée dans les archives du tribunal. Reconnaître le produit comme dangereux pour la santé et les mœurs. Le maître artisan est condamné à une amende et à la privation du droit de recevoir des commandes privées. Le marchand fut condamné à une pénitence et à la surveillance temporaire d'un prêtre. Mais le plus important n'était pas les sanctions, mais la formulation. Pour la première fois, il était officiellement établi que de telles constructions n'étaient ni une norme religieuse ni une norme juridique. C'est ainsi que, pour la première fois, le mythe se heurta au papier et le papier l'emporta. Après le procès, l'artisan a continué à vivre longtemps dans le même quartier, mais les commandes se sont faites plus rares. Les gens évitaient son échoppe. Ils disaient que son métier était souillé. Il a cessé de travailler avec des serrures et s'est mis à fabriquer des outils agricoles. La femme victime de l'appareil a disparu des registres. Peut-être est-elle partie, peut-être est-elle morte. Les médecins n'ont laissé dans leurs journaux qu'une ligne laconique. État stabilisé. Mais c'est précisément sa souffrance qui a poussé le tribunal municipal à inclure dans son nouveau règlement un article interdisant les liens de fer sur le corps. Plusieurs siècles plus tard, ces documents tomberont entre les mains d'historiens qui se demanderont si de tels dispositifs ont réellement existé ou s'il s'agit d'une invention des romanciers tardifs. Mais les archives parlent d'elles-mêmes, ils ont existé. Non pas comme un système, mais comme une fantaisie privée, née de la peur et du pouvoir. C'est là que réside la vérité de l'époque, non pas dans les légendes sur la vertu universelle, mais dans les petits épisodes effrayants où le fer touchait le corps vivant sous prétexte de morale. Après le procès,
La ville n'a pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Dans les conversations de taverne, on disait que le tribunal avait puni le maître pour curiosité et qu'à présent, les maris ne pouvaient plus faire preuve de sévérité ni maintenir l'ordre dans la maison. Mais le greffier enquêteur voyait les choses autrement. Il avait devant lui le tableau d'une maladie systémique, là où la foi et la loi divergeaient, de nouvelles formes de violence apparaissaient, cachées derrière des mots de vertu. Il nota dans son rapport « Les mœurs n'exigent pas de faire, mais de raison ». Ce document sera plus tard intégré à la chronique de la ville comme premier exemple de rupture entre la vie privée et le droit public. Afin de ne pas perdre sa réputation, la Guilde des serruriers a convoqué d'urgence une réunion. Les maîtres ont déclaré que Girolamo avait agi seul, sans le consentement de la confrérie. Ils ont pris une décision interne. Désormais, toute commande d'un dispositif n'ayant pas de fonction domestique ou économique doit être enregistrée et approuvée par les anciens. C'est ainsi que la crainte d'une sanction a donné naissance à la bureaucratie. Mais cette décision a eu des conséquences. Quelques années plus tard, les premières chartes pour un artisanat sûr sont apparues dans les villes du nord de l'Italie, stipulant clairement que le forgeron était responsable des dommages causés par ses produits. C'est ainsi qu'une tragédie personnelle est devenue la source d'une nouvelle norme juridique. Pendant ce temps, les prédicateurs de l'Église utilisaient l'affaire Girolamo comme exemple de fierté charnelle. Les chroniques du monastère de San Lorenzo contiennent des notes indiquant que l'homme qui recherche la pureté à travers le métal profane l'idée même de repentance. Dans leurs sermons, les prêtres appelaient à ne pas confondre la vertu avec les chaînes. Mais ces mêmes archives monastiques contiennent des mentions contradictoires. Certains ascètes tentaient d'utiliser de tels dispositifs pour se contrôler, les considérant comme un instrument d'humilité. Ainsi, le mythe continua de vivre, comme une contagion prenant une nouvelle forme sous le couvert de la piété. Le greffier enquêteur, dont le nom est conservé dans les archives sous le nom de Bartolomeo di Castello, a continué à suivre le sort de l'atelier. Il a vu les rumeurs reprendre vie, mais sous une autre forme. Les gens disaient qu'il existait des ateliers secrets où l'on fabriquait des ceintures pour la noblesse et que le tribunal n'avait fait que couvrir le scandale afin de ne pas déranger les propriétaires influents. Les archives ne le confirment pas, mais Bartolomeo écrivait « Le mensonge vit plus longtemps que la vérité, car il n'est pas consigné sur parchemin. » Son journal contient la description de plusieurs nouveaux cas, des chaînes illégales, des serments arbitraires par le corps, des tentatives de prouver sa fidélité par la douleur. Tout cela ressemblait à une épidémie de folie provoquée par la peur de perdre le contrôle. Le médecin qui avait déposé la première plainte était devenu aux yeux des citadins un homme qui avait violé l'ordre domestique. On cessa de l'inviter dans les maisons riches, mais il reçut une invitation de l'université pour lire un rapport sur les traumatismes mécaniques et les erreurs morales. Un magistrat assista à sa conférence et c'est après celle-ci qu'un article interdisant les dispositifs n'ayant pas de fonction thérapeutique, mais utilisés sur le corps à la volonté d'autrui, fut ajouté au règlement de l'hôpital municipal. Ce fut l'une des premières formulations de ce qui, des siècles plus tard, serait appelé le droit à l'intégrité physique. Pendant ce temps, des événements similaires se déroulaient dans les pays voisins. Dans les principautés allemandes, on trouvait des cerceaux et des cadenas en fer que les chroniqueurs ultérieurs considéreront comme des instruments de chasteté. Mais en y regardant de plus près, on constate que la plupart d'entre eux sont des éléments de mécanismes de sécurité, d'armure ou de dispositifs anti-vol. Les historiens du XXe siècle débattront pour savoir si les ceintures étaient une pratique courante ou si tout cela n'était que le fruit de l'imagination victorienne sur un passé barbare. Mais l'affaire Girolamo donne une autre image. Il ne s'agissait pas d'un système, mais d'une obsession isolée, d'une ombre particulière sur fond d'une loi qui apprenait alors seulement
à distinguer le corps et la propriété. Les archives municipales ont conservé des documents indiquant qu'après le scandale, les autorités ont procédé à un inventaire des ateliers suspects. Plusieurs forgerons ont avoué avoir entendu parler de telles commandes, mais avoir refusé de les exécuter, craignant les conséquences ecclésiastiques. L'un d'eux a déclaré que « le péché n'est pas dans le métal, mais dans l'intention ». Le greffier a noté cette expression séparément. Son rapport contient la remarque suivante: « C'est ainsi que naît une nouvelle morale, lorsque l'artisan se sent responsable non seulement de la solidité de l'objet, mais aussi de sa signification. » Cette conclusion deviendra importante pour l'avenir. Des décennies plus tard, des formulations similaires apparaîtront dans les traités juridiques sur le devoir de l'artisan et la liberté du client. Pendant ce temps, Girolamo lui-même vivait à la périphérie, presque dans l'oubli. Il ne forgeait plus de serrures, mais affûtait des houes et réparait des outils pour les paysans. Mais dans sa vieillesse, comme le montre son testament, il a laissé une étonnante confession. Il n'y avait pas d'intention malveillante, seulement la peur d'un homme de perdre son pouvoir sur un autre. Cette courte phrase, écrite d'une main déjà tremblante par l'âge, est devenue sa seule justification. Personne ne savait à qui il l'adressait, au tribunal, à Dieu ou à sa propre conscience. La chronique urbaine de ces années-là mentionne également l'autre aspect de l'affaire: les réunions de femmes qui ont suivi le procès. À Padoue, Ferrare et Bologne, des confréries d'entraide ont vu le jour où les femmes apprenaient à lire des documents et à rédiger des plaintes. L'un des statuts de ces confréries stipulait « Ni le mari ni le père n'ont le droit de faire du mal sous prétexte d'honneur ». C'était une réponse discrète, mais déterminée, d'une société lassée de la violence justifiée. C'est ainsi que la peur a donné naissance à un langage de défense, non pas sur les places publiques, mais dans des pièces sombres où l'on écrivait à la plume sur des bouts de papier. Mais cela a également suscité une réaction inverse. Les ateliers masculins ont commencé à diffuser des pamphlets affirmant que les affaires relatives aux ceintures étaient une invention des ennemis de la famille, que les tribunaux sapaient l'ordre et que les femmes devenaient rebelles. Ces tracts se sont rapidement répandus, en particulier parmi les gardes et les petits fonctionnaires. Ainsi, le mythe que le greffier avait tenté de détruire par un document reprit vie sous forme de propagande. L'histoire semblait tourner en rond. La peur engendrait le contrôle engendrait la résistance engendrait un nouveau sermon sur le péché. Dans ce mécanisme fermé, les gens n'étaient qu'actes que des rouages. À l'automne 1484, 1 an et demi après l'affaire Girolamo, le contrôleur du duc arriva dans la ville. Il vérifia les rapports sur les métiers et les revenus. Dans l'un des points, le contrôleur nota « Les serruriers et les médecins agissent sans surveillance mutuelle ». À la suite de cette décision, les hôpitaux ont obtenu le droit d'exiger le contrôle des produits destinés aux corps humains. Cette décision, dictée par la crainte d'un nouveau scandale, a été le premier pas vers la création des inspections sanitaires. Ainsi, une tragédie qui avait commencé dans un château privé a changé l'organisation de l'administration municipale. Lorsque Bartolomeo di Castello acheva son enquête, il rédigea un rapport final de 20 pages de texte dense où chaque paragraphe commençait par les mots « à la suite de l'affaire des chaînes de fer ». Il ne savait pas que, des siècles plus tard, les historiens qualifieraient son travail de premier acte de jurisprudence civile dans la région. Pour lui, il s'agissait simplement d'une tentative de mettre un point final à l'affaire. Dans la dernière ligne du rapport, il écrivit « L'honneur ne se mesure pas à l'aide d'un cadenas, la vertu n'a pas besoin de clé ». Cette phrase, sèche et presque administrative, deviendra l'épigraphe du recueil municipal des décrets, où l'on distingua pour la première fois le pouvoir privé et le droit public. Ainsi, l'histoire qui avait commencé dans un atelier sombre, parmi les odeurs d'huile et de fer, s'est transformée en parchemin, signature, sceau et archive.
Mais au plus profond de ce papier subsistait quelque chose de vivant. Le témoignage de la façon dont la peur humaine avait tenté de prendre forme et dont la loi avait pour la première fois considéré le corps non pas comme un objet, mais comme une vie qu'il était impossible d'enchaîner. Au fil des ans, l'affaire des chaînes de fer s'est dissoute dans les archives municipales, mais ses échos n'ont pas disparu. 10 ans plus tard, les scribes de Bologne et de Milan ont réécrit les décrets, y ajoutant d'étranges commentaires sur l'enfermement du corps, interdit même à un jaloux. Le papier transformait lentement un cas particulier en précédent et le précédent en exemple moral. Les chroniques de l'époque commencent à utiliser l'expression « modestie de fer », non pas comme un terme, mais comme une ironie sur le zèle excessif dans la défense de l'honneur. C'est ainsi que s'est formé le récit que les siècles suivants considéreront comme la norme. Quelques générations plus tard, lorsque de nouvelles formes de pouvoir s'établirent dans les villes italiennes et que la structure familiale commença à changer, cette histoire refit surface, cette fois dans les textes des moralistes. Les écrivains, désireux de montrer les péchés de leurs ancêtres, décrivaient les chaînes de fer comme une pratique courante. Ils n'avaient pas vu les archives, mais avaient entendu les récits rapportés par les prédicateurs et les aubergistes. C'est ainsi qu'une curiosité juridique a donné naissance à une légende. Le document qui avait autrefois vaincu le mythe est lui-même devenu sa source, un seul tournant erroné, une seule généralisation, et le document est devenu la preuve de ce qui n'avait jamais existé à grande échelle. Au XVIe siècle, alors que les guerres de religion faisaient rage en Europe, le thème du contrôle du corps prit une nouvelle dimension. Les prédicateurs catholiques condamnaient le luxe et la débauche des villes, tandis que les réformateurs voyaient dans les ceintures un symbole d'obscurantisme. Les voyageurs qui écrivaient sur les merveilles de l'Italie consignaient dans leurs journaux des rumeurs sur des ceintures de fer que les femmes des marchands auraient portées. À Venise, un chroniqueur allemand affirmait avoir vu un tel dispositif dans la maison d'un pharmacien, mais le décrivait comme une relique de la honte exposée pour plaisanter. Personne n'a vérifié si c'était vrai. L'histoire a vécu sans témoin. Pendant ce temps, les documents authentiques relatifs à l'affaire Girolamo restèrent dans les archives municipales jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ils furent presque détruits lors d'un incendie qui ravagea la moitié de la chancellerie ducale. Seuls quelques fragments ont survécu. Une feuille, signée par Bartolomeo di Castello, et une ligne sur l'interdiction des ceintures de chasteté. Au siècle suivant, les historiens n'ont plus pu reconstituer le contexte. Ils ne voyaient que des mots et en devinaient le sens. Le célèbre chroniqueur Girolamo Mercato a écrit dans un traité sur la moralité du XVIIe siècle « Les ceintures de chasteté ont été introduites par décret de dirigeants zélés afin de préserver la pureté du mariage. » Cette affirmation est fausse, mais c'est elle qui a servi de base à des dizaines de textes ultérieurs. Le mythe a finalement triomphé du document. Depuis lors, l'image de la ceinture de fer est devenue une métaphore de la discipline et de la peur. Dans les pamphlets satiriques du XVIIe siècle, elle servait à ridiculiser les jaloux, et dans les sermons, les citadines aspirant à la liberté. Dans les universités, les philosophes se disputaient pour savoir si l'honneur pouvait être préservé par la violence. Sur fond de ces discussions, personne ne se souvenait plus de la femme réelle dont le nom était caché derrière les initiales du registre de l'hôpital. Elle avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un prétexte à la rhétorique. L'histoire du corps s'était transformée en histoire du texte. Avec l'avènement du XVIIIe siècle, époque des théâtres anatomiques et des nouvelles sciences humaines, l'affaire Girolamo fut réexaminée sous un autre angle. Les médecins qui étudiaient les archives médiévales ont trouvé une mention de « lésion mécanique des tissus mous » et l'ont prise pour une preuve de l'existence de dispositifs réels. Ils ne connaissaient pas le contexte et ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'une exception. Ainsi,
la curiosité scientifique a involontairement renforcé le mythe. Les expositions sur les mœurs anciennes ont commencé à présenter des reconstitutions de ceintures de chasteté, grossières, faites selon l'imagination. Le métal est redevenu une marchandise, mais pour satisfaire la curiosité plutôt que le pouvoir. À la même époque, dans le sillage de la propagande anticléricale, des traités ont été publiés dans lesquels le Moyen Âge était dépeint comme une prison pour le corps et l'esprit. La ceinture de chasteté est devenue un symbole pratique. Elle réunissait la peur, la religion et la violence en une seule image. Les journalistes et les graveurs diffusaient des images où les femmes étaient représentées dans des anneaux de fer, comme pour prouver la barbarie du passé. Aucun d'entre eux n'avait vu les sources authentiques, mais tous pensaient connaître la vérité. À la fin du XVIIIe siècle, le pamphlet anglais, La honte de l'amour enfermé, a définitivement ancré l'image de la ceinture comme un fait historique. C'est là qu'est apparue pour la première fois l'expression « ceinture de chasteté » dans son sens moderne. Le rapport de Bartolomeo di Castello prenait la poussière depuis longtemps dans les archives, mais sa phrase « L'honneur n'a pas besoin de clé » semblait désormais se moquer d'elle-même. Au XIXe siècle, alors que l'Europe construisait des musées et collectionnait des artefacts, l'histoire revint au métal. Les vitrines se remplirent d'objets d'origine douteuse, serrures de coffres, sangles d'armure de chevalerie, fragments de cuirasse en bronze. Tout cela était présenté comme des ceintures de chasteté. Les visiteurs s'émerveillaient, les scientifiques discutaient, les journalistes écrivaient des articles sur les temps sombres. Plus les historiens exprimaient de doutes, plus le public y croyait volontiers. Après tout, le mythe répondait à un besoin simple, se sentir plus libre que ses ancêtres. Il fallait rendre le Moyen Âge monstrueux pour que son époque semble éclairée. Parfois, parmi toutes ces reconstitutions, le nom de Girolamo refaisait surface, comme une anecdote. Certains affirmaient qu'il était le premier inventeur, d'autres qu'il avait été exécuté pour blasphème. Ni l'un ni l'autre n'était vrai. Mais les mythes meurent rarement par manque de faits. Ils vivent tant qu'ils sont utiles à la société. La ceinture de chasteté s'est avérée être un miroir pratique. Elle reflétait les peurs de chaque époque, de la jalousie au puritanisme. Au début du XXe siècle, lorsque les historiens ont commencé à vérifier systématiquement les archives, ils ont trouvé le dossier du maître Girolamo et du scribe Bartolomeo. Des chercheurs français ont publié des copies des documents et prouvé qu'il n'existait aucune loi sur les ceintures et que le seul cas connu était de nature privée. Mais le public n'écoutait plus. Les journaux écrivaient des articles à sensation, les films reproduisaient les stéréotypes et les musées continuaient d'exposer des faux. Le monde s'était habitué au mythe plus qu'à la vérité. Et pourtant, il y a une justice silencieuse dans cette chaîne de distorsion. Chaque fois que quelqu'un prend ces pages d'archives entre ses mains, on voit comment naît la violence, non pas par cruauté, mais par peur. Le mythe de la modestie de fer ne concernait ni les femmes ni la morale, mais l'angoisse de ceux qui ne savent pas faire confiance. Les documents en témoignent plus clairement que n'importe quel sermon. Ils ne contiennent aucune rhétorique, seulement des faits, une blessure, un rapport, une signature, une décision. Le papier n'a pas conservé l'appareil, mais sa trace, sur le corps et dans la mémoire. À la fin du XXe siècle, les chercheurs ont finalement reconnu que les soi-disant ceintures de chasteté étaient une invention issue d'épisodes rares et d'une morale tardive. Mais leur histoire est devenue une métaphore de l'époque. Comment une idée peut se transformer en métal et le métal en légende? C'est là que réside la tragique ironie. La tentative d'enfermer le corps a donné naissance à une histoire dont il est désormais impossible de sortir. Lorsque les expositions industrielles ont commencé en Europe, le métal est devenu un symbole de progrès. Mais plus les villes se remplissaient de vapeur et du bruit des usines, plus la société cherchait à séparer le présent civilisé de son passé.
Dans cette nouvelle hiérarchie de la mémoire, le mythe de la modestie de fer s'est avéré particulièrement utile. À l'exposition universelle de Londres, en 1851, dans le pavillon Histoire des mœurs, était exposé un objet signé « Ceinture de chasteté de modèle italien ». La plaque indiquait « Instrument médiéval de vertu ». Personne n'a vérifié son origine. L'objet avait probablement été fabriqué par un artisan de Birmingham, spécialement pour l'exposition. Mais les visiteurs y voyaient la preuve que le progrès n'était pas seulement une question de technique, mais aussi une libération de la barbarie. Le fer, qui servait autrefois à inspirer la peur, était désormais devenu un jouet au service de la morale. L'Angleterre victorienne, obsédée par les convenances, percevait ces artefacts exposés comme la confirmation de sa propre pureté morale. Les journaux écrivaient sur les coutumes barbares des Italiens, les magazines féminins publiaient des gravures accompagnées de la légende « Heureusement que nous ne vivons pas à cette époque ». C'est ainsi que, sous couvert de condamnation, un nouveau plaisir est né, celui de se délecter de la noirceur d'autrui. Le public ne voyait pas la douleur, mais s'émerveillait devant sa reconstitution. À la fin du XIXe siècle, les musées rivalisaient pour savoir lequel impressionnerait le plus avec son exposition sur les horreurs du Moyen Âge. Dans les vitrines, on exposait des instruments de torture sous lesquels étaient remplacées des ceintures de chasteté, des étiquettes numérotées, des registres d'inventaire et des catalogues transformaient les contrefaçons en fêtes. Chaque pièce exposée était accompagnée d'une histoire rédigée selon un modèle type « Mari jaloux, femme chaste, approbation de l'Église ». Aucune de ces affirmations n'était corroborée par des documents, mais c'était précisément celles qui se vendèrent le mieux. Les gens cherchaient dans le passé la confirmation de leur propre peur. Les sociétés scientifiques ont tenté d'intervenir. En 1897, en France, l'historien Albert Dupuy a publié un article intitulé « Des soi-disant ceintures de chasteté », dans lequel il prouvait que tous les exemplaires connus étaient des faux tardifs fabriqués entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il se référait aux archives de l'affaire Girolamo, mentionnant la décision de Bartolomeo di Castello. Mais la publication ne suscita pas l'admiration, mais l'irritation. Les journaux accusèrent le scientifique de détruire le romantisme de l'histoire. La vérité s'avéra impopulaire. Le mythe rapportait de l'argent et permettait de se sentir moralement supérieur. Dans le même temps, toute une économie s'est développée autour de cette légende. Dans les ateliers de Florence et de Paris, on fabriquait des ceintures anciennes sur commande pour les collectionneurs. Dans les vitrines des cabinets privés, où côtoyaient des pièces de monnaie anciennes et des amulettes égyptiennes, ces ceintures de fer étaient désormais exposées, non pas comme des instruments, mais comme des trophées. La douleur d'autrui se transformait en esthétique. Les imprimeurs publiaient des brochures racontant l'histoire des cadenas de la jalousie. Les écrivains décadents utilisaient cette image comme métaphore du contrôle et du désir. Le mythe est devenu une mode. Au début du XXe siècle, le cinéma a repris cette vague. Les premiers films historiques dépeignaient le Moyen Âge comme une succession de tortures et de superstitions, et les rôles féminins se réduisaient à des images de femmes enfermées dans des cages de fer. Le mythe a pris corps à l'écran. Les spectateurs, qui n'avaient pas accès aux archives, ont mémorisé précisément ces images. Les rivets, les clés, les larmes. C'est ainsi que le document a définitivement cédé la place au spectacle. Mais un autre mouvement voyait le jour dans les universités européennes. Les historiens de la médecine et du droit, armés de nouvelles méthodes de recherche documentaire, se sont replongés dans les documents originaux. Ils ont trouvé des copies du rapport de Bartolomeo, des fragments de procès-verbaux judiciaires, des dossiers médicaux de l'hôpital de Padoue. En comparant les dates et les écritures, les scientifiques ont prouvé qu'aucune des soi-disant ceintures ne remontait au-delà du XVe siècle
et qu'elles étaient toutes liées à des affaires privées et non à des lois. En Allemagne, des archéologues ont trouvé plusieurs pièces d'exposition qui se sont avérées être des éléments d'armure. Les revues scientifiques ont publié des réfutations, mais la culture de masse n'en a pas tenu compte. Dans les années 1920, le Musée de l'histoire des mœurs a ouvert ses portes à Paris, où la ceinture de chasteté a de nouveau été exposée parmi les vitrines, accompagnée d'une plaque explicative, symbole du fanatisme. La pièce a été fabriquée sur commande en nickel, mais sa description a été attribuée au XVe siècle. Des reproductions ont été diffusées sur des cartes postales et des affiches. Le faux a continué à vivre parce qu'il répondait aux attentes. Les gens avaient besoin d'une preuve visuelle que le passé était horrible. C'est ainsi que le contrôle moral des femmes est devenu un spectacle et la condamnation morale une marchandise. Pendant ce temps, les archives authentiques étaient y conservées à la Bibliothèque universitaire de Bologne. Les employés recopiaient les documents décolorés en indiquant soigneusement les noms à moitié effacés. Dans l'un des volumes, une note du bibliothécaire du début du XXe siècle a été conservée. L'affaire des chaînes de fer est un exemple important de la façon dont la superstition a donné naissance à la loi. Cette phrase, simple et froide, sonnait comme un testament de l'histoire elle-même. Dans les décennies d'après-guerre, alors que l'Europe tentait de comprendre sa propre violence, l'intérêt pour ces documents a repris de plus belle. Les chercheuses féministes ont vu dans ce mythe une métaphore du contrôle du corps et de la mémoire qui y est associée. Certaines considéraient que l'histoire de la ceinture était une page réelle de l'oppression, d'autres que c'était précisément le mensonge à son sujet qui montrait comment fonctionnait le pouvoir. Inventer une menace, l'attribuer au passé pour justifier le contrôle dans le présent. Les débats sur l'authenticité n'avaient plus d'importance, ce qui importait était de savoir pourquoi la société avait choisi précisément cette image. Dans les années 1960, les archives italiennes ont commencé à publier la collection des affaires municipales du XVe siècle. Parmi celles-ci, figurait une décision du tribunal de Padoue mentionnant le maître Girolamo. Le nom de Bartolomeo di Castello refit surface. Pour la première fois depuis la Renaissance, les historiens ont pu lire les mots originaux. Le produit est reconnu comme dangereux pour la santé et les mœurs. Pour les archivistes, cela rappelait que l'histoire réelle est toujours plus subtile que la légende. Mais les journaux ont de nouveau écrit autre chose. Les titres annonçaient « La véritable ceinture de chasteté a été retrouvée » et les articles accompagnaient la photo d'un vieux château, d'une citation de Bartolomeo, comme s'il confirmait le contraire. Le mythe a ainsi prouvé sa pérennité. Il ne se nourrissait pas de faits, mais du désir de voir le passé à travers la peur. Au XXe siècle, avec l'apparition de nouvelles formes de propagande et de contrôle de masse, l'image du fer sur le corps est redevenue d'actualité, désormais comme symbole de la discipline totalitaire. Les magazines écrivaient sur les ceintures idéologiques, les artistes les représentaient comme une métaphore du manque de liberté. L'histoire se répétait, mais la clé était entre d'autres mains. Et pourtant, dans l'ombre de ce souvenir retentissant, les archives restaient silencieuses, comme un souffle après une confession. Dans leur poussière gisaient des lettres, des rapports, des listes d'amendes, des témoignages d'artisans. Le papier ne contestait pas, ne prouvait rien, mais existait malgré le bruit. Il témoignait, il y avait une ville, il y avait un artisan, il y avait un greffier, il y avait une femme, et il y avait un document qui qualifiait le métal de dangereux. Tout le reste n'était que reflet dans les vitrines. Aujourd'hui, alors que les musées européens affichent honnêtement sur leurs panneaux « Reconstitution, 19e siècle », les gens se tiennent quand même à côté, prennent des photos et soupirent, comme s'ils voyaient la preuve d'une ancienne culpabilité. Ils veulent croire que la barbarie appartient au passé, que désormais,
le corps appartient à l'individu lui-même. Mais si l'on y prête attention, il devient clair que le mythe de la modestie de fer est vivant, non pas parce que quelqu'un l'a inventé, mais parce qu'il est commode. Il justifie le contrôle en transformant la peur en leçon d'histoire. Les archives de Padoue, Bologne et Venise conservent aujourd'hui de minces dossiers dont les pages jaunies sont presque illisibles. Dans l'un d'eux, on peut encore lire la signature de Bartolomeo di Castello et une note à gauche « L'honneur n'a pas besoin de clé ». Ce document est la seule voix authentique de cette histoire. Tout le reste n'est qu'écho, mais cet écho s'est avéré plus fort que le papier. Il a traversé les siècles, changé d'accent, devenant tantôt un sermon, tantôt une anecdote, tantôt un slogan de musée. Chaque siècle a ajouté sa touche à ce mythe, jusqu'à ce que l'idée même de liberté se retrouve encadrée par l'image du fer. Lorsque les chercheurs du XXe siècle ont montré pour la première fois des copies de documents aux étudiants, ceux-ci ont été surpris, non pas par la brutalité de l'époque, mais par sa similitude avec le présent. Dans chaque système où le pouvoir se cache derrière le souci du bien-être, il existe une ceinture de chasteté propre, mais elle n'est pas faite de métal, mais de règles, de peurs, de prescriptions. Ainsi, l'histoire de Girolamo a cessé d'être locale et est devenue le miroir du comportement humain. Le fer, qui a autrefois brûlé le corps, est devenu le symbole de toute forme d'esclavage légalisé sous le couvert de la morale. Mais les notes d'archives ont aussi un autre sens. Non pas une accusation, mais un avertissement. Le greffier n'a pas écrit sur un crime. Il a décrit une incohérence entre une dette fictive et la loi réelle, entre le désir de soumettre et le devoir de protéger. Son rapport n'est pas un manifeste, mais une tentative de faire ce que l'on ne savait pas encore faire, séparer la peur personnelle du droit public. C'est là l'essence même des changements qui ont commencé à cette époque et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Au fil du temps, le concept de fer étranger sur les libres a fini par désigner non plus des mécanismes, mais des structures sociales. Les politiciens du XIXe siècle l'utilisaient pour condamner le despotisme. Les philosophes du XXe siècle pour décrire les sociétés disciplinaires où le contrôle s'exerce en douceur, sans clé, mais avec la même froideur. Et chaque fois qu'ils prononçaient ces mots, ils répétaient involontairement le cheminement de Bartolomeo, qui tentait de prouver une chose simple. On ne peut pas appeler moral ce qui cause de la souffrance. Dans les archives modernes, où les documents authentiques sont conservés dans des capsules climatiques, les visiteurs sont peu nombreux. Les chercheurs qui étudient l'histoire des châtiments corporels tournent prudemment les pages, voient des lignes irrégulières, des taches de cire, des signatures. Dans les marges, une autre brève annotation a survécu. Il ne s'agit pas d'honneur, mais de peur. Ces mots sont presque effacés, mais ils se lisent comme la confession de l'époque elle-même. La peur était le moteur, la peur de perdre le pouvoir, la peur d'être ridiculisé, la peur de reconnaître l'égalité. De cette peur sont nés des châteaux, des chartes, des sermons et des légendes. Et pourtant, l'histoire ne s'est pas terminée par une défaite. C'est précisément de cette affaire qu'est né le concept de responsabilité du maître envers le corps d'autrui. C'est sur de telles affaires qu'une nouvelle compréhension de la loi s'est construite, où le préjudice est déterminé non pas par l'intention, mais par le résultat. Le médecin qui a déposé plainte ne cherchait pas à se venger, il exigeait que la douleur soit reconnue. Le greffier n'a pas élaboré de philosophie, il a simplement consigné les conséquences. De ces lignes austères sont nées les futures normes de la médecine, du droit et de l'éthique. C'est ainsi que la tragédie a donné naissance à l'idée de sécurité, où l'homme n'est plus un objet, mais un sujet. Mais les mythes meurent plus lentement que les hommes. Lorsque, à la fin du XXe siècle, la télévision s'est à nouveau intéressée au Moyen Âge, les images de ceintures, de clés et de cadenas ont refait leur apparition dans les documentaires.
On parlait de tradition cruelle, on montrait des métaux sur fond de torche. Aucune de ces images n'avait de rapport avec la réalité, mais le spectateur y reconnaissait quelque chose de familier. Ainsi, la peur moderne, la peur de la liberté, de l'ouverture, de la confiance, cherchait à nouveau une forme et la trouvait dans le vieux fer. Les historiens du XXIe siècle écrivent différemment. Ils ne discutent pas pour savoir si cela s'est produit ou non, ils décrivent pourquoi les gens y croient, pourquoi la société préfère fermer les yeux sur les documents et regarder les vitrines. La réponse est simple et effrayante. Le mythe est plus sûr. Il donne une explication toute faite, libère de toute responsabilité. Le papier exige de réfléchir, tandis que le métal ne demande qu'à être regardé. Lorsque le présentateur lit ces lignes, quelque part dans les sombres archives italiennes, les serrures des coffres forts cliquettent doucement, et l'air sent la poussière des vieux parchemins. Là repose une histoire qui ne demande pas de croyance, seulement de l'attention. Elle ne comporte ni héros ni méchants, seulement des gens qui ont un jour décidé que la peur pouvait être enfermée. Ils se sont trompés. Le fer rouille, mais la peur reste tant qu'on ne l'appelle pas par son nom. Et si l'on demande comment se termine cette histoire, la réponse sera simple, par un document, un papier qui a survécu à la légende et un mot qu'un scribe fatigué a écrit autrefois, non pas pour les siècles à venir, mais pour la justice. Son rapport est devenu le dernier écho de la vérité parmi les cris des mythes, et c'est peut-être pour cela qu'il a été conservé.